Joliba Afternoon News. Rencontre entre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les fêtières de la presse au Mali. Des détails à suivre dans cette édition. Lancement des travaux d'un atelier de travail sur les stratégies de lutte contre la fraude et la fuite des sujets aux différents examens académiques. C'était hier en présence de la ministre de l'Éducation. Un mot en page internationale, Côte d'Ivoire, retour triomphal de l'ancien président Laurent Gbagbo dans son village natal. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Rencontre du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les fêtières de la presse. Il était question de l'aide de l'État à la presse. Les partis ont profité aussi pour poser d'autres résurrections du chef du gouvernement. Le point avec Fanta Diarra. Dans l'attente d'échange, le président de la maison de la presse Bandjougou Dante a planté les décors en expliquant les raisons de cette rencontre, tout en remerciant le Premier ministre Choguel Kokala Maïga pour son déplacement, ensuite a dressé les points de revendication. Monsieur le Premier ministre, tout a été dit par rapport à nos préoccupations, tout a été écrit, tout a été envoyé, mais nous avons fait montre de pondération, montre des responsabilités et encore de sagesse pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions à nos problèmes. Parmi les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, le premier qui est sur toutes les langues, c'est le non-paiement injustifié de l'aide à la presse depuis 3 ans. Une rétention que rien ne saurait justifier. Nous pensons que vous qui avez pris l'habitude d'être expéditif, allez tout faire pour débloquer les aides des années 2019, 2020 et 2021. En réponse aux attentes de la presse, le chef du gouvernement affirme que le gouvernement tiendra ses promesses. Il y a une volonté aujourd'hui des hautes autorités, du président de la transition, autant que faire se peut, de réparer les injustices, là où il y en a. Autant que faire se peut. Et donc, on va faire le plaidoyer pour satisfaire au moins une partie de vos revendications pour que vous sentiez au moins que la transition a servi aussi à quelque chose, à régler des problèmes dans le domaine de la presse. Le Premier ministre demande par ailleurs à la presse de s'impliquer pour une meilleure réussite de la transition. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, issu des rangs du M5 RFP, cherche ses marques. Il essaie de rassurer les médias et appelle à un sursaut patriotique pour la réussite de la transition. Mohamed Ataher Alidou. Le docteur Choguel Maïga, brillant ingénieur en télécommunications, un homme d'expérience qui connaît le marigot politique malien depuis 30 ans, cherche encore ses marques. Pourtant, dès son installation, il a essayé de rassembler les Maliens en parlant de, je cite, une gouvernance de rupture par l'exemple. Dans la foulée, il rend une visite de courtoisie aux anciens premiers ministres du Mali pour s'inspirer de leur expérience et demander conseil. Les lignes ont-elles bougé entre-temps? Non, rétorquent certains observateurs. En effet, des voix s'élèvent déjà pour parler de l'immobilisme du Premier ministre Choguel Maïga. Le Premier ministre n'a pas de plan, il tourne en rond, dénonce ses détracteurs. Le contexte politique reste difficile, les défis sont énormes. Aux autorités de la transition d'aller vite et de répondre aux aspirations profondes des Maliens. Le temps du discours semble révolu. Les Maliens qui ont souffert de la mauvaise gouvernance réclament des actions concrètes. Le Premier ministre et son gouvernement seront donc jugés à l'épreuve des faits. Choguel Maïga a été attendu et doit relever le défi d'être entendu et applaudi. De la primature au ministère de la refondation de l'État, le ministre de la refondation de l'État a rendu une visite de courtoisie au bureau du médiateur de la République. À sa sortie, le professeur Ibrahim Ikassa a donné quelques explications sur l'esprit de cette rencontre. Il est au micro de notre reporter Adam Sanogo. Nous avons diagnostiqué le fonctionnement de la superstructure de l'État. Les procédures, le diagnostic des procédures, les rapports entre l'État et ses divers partenaires sociaux, politiques et simplement les citoyens également. Les dysfonctionnements ont été diagnostiqués en si peu de temps. Nous étions venus en visite de courtoisie, mais visiblement ça s'est transformé en séance de travail pour justement réfléchir sur notre État depuis le niveau constitutionnel
jusqu'au niveau citoyen simplement. Ce n'est qu'un début. Nous reviendrons bientôt pour mieux étudier les solutions appropriées. Parce que des solutions ont été proposées au long cours. Les différents forats, la conférence d'entente nationale, qui était sous la feuillure justement de la médiature de la République, comme d'ailleurs le dialogue national inclusif, sous la feuillure de la République, dont le siège était justement au niveau de la médiature de la République, mais aussi les journées de concertation sur la transition, les autres assises états généraux sur la décentralisation, le foncier, la corruption, la santé, l'éducation, la justice. Tout cela, ce sont des propositions. Maintenant, il va falloir aller vers des choix judicieux. Comme l'annoncions dans les titres, pendant une semaine, des cadres du secteur de l'enseignement travailleront pour trouver des stratégies de lutte contre la fraude et la fuite des sujets. Le lancement des travaux de cet atelier s'est déroulé en présence de la ministre de l'Éducation, ses collègues de l'enseignement supérieur et celui de la communication. Aruna Salia Kone pour le compte-rendu. La lutte contre les 3 F est désormais lancée. Les faux sujets, la fraude et la fuite des sujets, c'est ce que la chef du département de l'éducation appelle les 3 F. Cette bataille pour la moralisation des examens et concours est amorcée à travers cet atelier de réflexion sur ce fléau qui mine le secteur de l'enseignement au Mali. Le département est constamment confronté, chaque année et de façon récurrente, à des phénomènes inquiétants qui se manifestent par la circulation des faux sujets, la fuite d'examens et les fraudes durant les examens. Ces phénomènes sont amplifiés par le laxisme dans la surveillance, le manque de vigilance également dans les secrétariats et dans la correction. Les conséquences immédiates de cette situation restent la production des résultats biaisés. En mutualisant nos intelligences avec le concours des départements partenaires, l'enseignement supérieur et la communication, nous permettrons de réduire la virulence des maux qui rongent notre système. La sincérité des examens est inhérente à la crédibilité des diplômes décernés. C'est pour cela que le ministre de l'Enseignement supérieur salue cette initiative de son homologue. Lorsqu'on parle d'examen, à mon avis, il y va de la qualité de l'enseignement que nous délivrons. Il y va aussi de la qualité, disons de la crédibilité des diplômes que nous délivrons. C'est pourquoi pour nous ce sujet est extrêmement important. Et je voudrais donc vraiment vous remercier. D'abord vous féliciter pour cette idée, cette initiative, et aussi vous remercier de nous avoir associés à cet atelier extrêmement important. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a d'ores et déjà, à son niveau, des propositions concrètes. Nous pouvons partager avec le ministère de l'Éducation des bonnes pratiques pour réduire, voire éliminer la fuite des sujets des examens, à savoir, entre autres, tarder le processus de choix des sujets pour qu'il soit très proche du jour J de l'examen. 2. Limiter les personnes ayant accès au sujet lors de la copie des sujets. Cela nous paraît important. 3. Interdire sur la période allant du choix des sujets au jour J des examens l'utilisation des téléphones avec appareil photo aux personnes intervenant dans le processus de choix et de copie des sujets des examens. Et dans le cas échéant, développer dans un futur proche, si possible, une plateforme sécurisée de mise à disposition automatique des sujets des épreuves aux différents centres d'examen. Madame le ministre promet que les conclusions de cet atelier d'une semaine seront adoptées et appliquées dès cette session 2021 des examens. Siaka Diamoutene et Aboubakar Kanouté sont les 2 lauréats de la 5e édition du prix Oumar Diallo. Ils ont été en visite dans les locaux de Joliba TV News et Radio. Ils ont rendu un hommage à Oumar Diallo, le défunt collègue dont le prix porte le nom. Quelle solution pour le Mali afin de vaincre la Covid-19? C'était le thème de la 5e édition du prix Oumar Diallo. Un prix remporté par Siaka Diamoutene en catégorie presse écrite et en ligne et Aboubakar Kanouté en catégorie radio. Les 2 gagnants sont heureux d'avoir reçu ces prix et mesurent d'ores et déjà
l'impact qu'il pourra peser sur le restant de leur carrière professionnelle. Ça pourrait grandement impacter parce que je sens ce prix-là comme une autre responsabilité de pouvoir redoubler d'efforts pour faire des travaux de plus en plus professionnels. Donc je pense que ça va avoir obligatoirement un impact sur mon parcours. L'impact de ce prix, d'ailleurs, c'est immense parce que d'ailleurs, quand j'ai reçu le prix, j'ai fait une photo que j'ai mise sur ma page Facebook. J'ai vu le nombre de commentaires que j'ai reçus. C'est-à-dire que ce prix m'a donné l'envie de progresser. Ce prix va donner une autre valeur ajoutée à ma carrière. Ils ont rendu un hommage mérité à Oumar Diallo, notre défunt collègue dont le prix porte le nom. Je renouvelle mes condoléances à la famille. Je procure que l'âme de Oumar se repose en paix. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu physiquement, mais j'ai entendu parler d'Oumar, j'ai entendu parler de ses qualités. On le décrit comme un homme assidu, persévérant, qui est attaché à son travail, qui aime son travail, un bon journaliste. Je rends aussi un hommage à Oumar Diallo, dont le prix porte le nom. Je suis que c'était quelqu'un qui mérite vraiment cela. Il mérite d'être célébré chaque année. Je pense que c'est une très bonne initiative à encourager et à soutenir. Auparavant, nos deux lauréats ont eu droit à une visite guidée de nos installations. Ils en sont sortis impressionnés. Je pense qu'il n'y a rien à dire. En réalité, les studios sont vraiment magnifiques et on sent qu'il y a du sérieux ici, quoi. Vu l'investissement, vu tout le personnel, l'engagement du personnel, je pense que vraiment l'agence, l'ensemble même, Djoliba FM, Djoliba TV, je pense que ces médias ont un grand avenir devant eux. Aujourd'hui, j'ai vu un lieu de travail où il y a toutes les commodités. Ça, si je me le permets, en réalité, où je vois que les gens dessus, les responsables, ils ont envie d'aller de l'avant. Ils ont envie de faire du journalisme. Ils ont envie d'informer les gens, de donner la bonne information, mais ils ont misé d'abord dans l'investissement. Donc, vraiment, je ne fais que souhaiter bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance à tout le monde. Il faut rappeler que le prix Oumar Diallo rend hommage à Feu Oumar Diallo, notre jeune collègue, journaliste émérite, décédé en décembre 2016. Son objectif est de stimuler la production journalistique afin de promouvoir la littérature et de susciter l'esprit critique chez les plus jeunes. À présent, l'image du jour consacrée au monument de l'indépendance, un symbole de la liberté et de l'émancipation du peuple malien, situé en commune 3 du district de Bamako. Le monument de l'indépendance symbolise la liberté et l'émancipation du peuple malien, construit à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du Mali. Ce monument abrite le nom des médaillés d'or de l'indépendance. Avec son style architectural soudano-sahélien, ce monument est dédié à l'indépendance du Mali, symbole de la liberté et de l'émancipation du Mali et du peuple malien. Le monument est situé en commune 3 du district de Bamako, à l'intersection du boulevard du 22 octobre, des avenues de la Nation et de l'indépendance. Il est construit en béton revêtu par des marbres blancs venus d'Italie. Le monument est bâti sur 4 piliers avec des minarets. Au sommet se trouve une coupole dorée faite de bronze. Le nom des médaillés d'or de l'indépendance est inscrit en marbre sur de petites murailles entourant le monument. La confession du flambeau et les écritures sur le marbre ont été réalisées au Sénégal et au Burkina Faso. À présent, l'actualité internationale avec Assanatou Kouaté. Laurent Gbagbo de retour dans son village natal après 10 ans d'absence. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo arrive dans son village de Mama dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y était plus revenu depuis 10 ans. Plus personne n'y croyait tant l'attente a été longue. Mais Laurent Gbagbo a fini par arriver vers 18h à Mama, un accueil triomphal et même chaotique. Des centaines d'habitants de Mama, mais aussi de milliers de partisans venus des villages alentours avaient attendu le président ivoirien toute la journée en musique. C'est donc devant une foule en folie que l'ancien président s'est exprimé. En Afrique du Sud, le président impose des nouvelles restrictions pour lutter contre le variant Delta.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche 2 nouvelles restrictions dans le pays, le plus touché du continent, pour faire face à la forte hausse des contaminations au coronavirus provoquée par le très contagieux variant Delta. Le pays, qui subit de plein fouet une 3e vague, est confronté à une résurgence massive des contaminations, a déclaré le chef d'État lors d'une allocution télévisée qui a dressé un tableau très noir de la situation. En Inde, la crue saisonnière du Gange fait disparaître les tombes peu profondes et expose certaines des centaines de corps enterrés près du fleuve lors de la récente vague de Covid-19. La zone s'étend sur 1 km et il y aurait entre 500 et 600 corps enterrés, a déclaré Singh à l'AFP. La plupart des corps sont ceux des victimes du coronavirus décédées entre avril et mai, lorsque l'Inde a été frappée par un pic d'infection qui a submergé les hôpitaux dans de nombreuses régions. Certaines familles n'ayant pas pu obtenir de bois de chauffage pour les crémations traditionnelles hindoues ont alors enterré les corps au bord du fleuve. Les corps ont donc été immergés dans le Gange où ils ont été enterrés dans des bancs de sable adjacents à la rivière. Ceux-ci sont maintenant inondés par les pluies de mousson annuelles qui font gonfler la rivière, emportant le sable et exposant les cadavres. Le nombre de ces tombes alimente les soupçons selon lesquels le nombre total de décès dus à la pandémie en Inde pourrait dépasser le million et non le nombre officiel de près de 400 000. Pendant une semaine, l'Inde a dépassé les 300 000 décès dus au Covid-19, ce qui en fait le 3e pays à dépasser ce seuil derrière les États-Unis et le Brésil, alors que la vague d'infection a submergé le système hospitalier. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. À très bientôt et dans un instant, la météo. Joliba Afternoon News. Météo. Météo.